À quel moment avez-vous réalisé que votre père préférait avoir raison, plutôt que de vous garder en vie? J'étais chez moi, quand ma petite sœur m'a envoyé la capture d'écran d'une alerte météo. Alerte à la tornade. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Dans le message suivant, elle m'a dit, « Papa refuse que je quitte mon lit. Mon sang n'a fait qu'un tour. » Oli était chez papa, pour son week-end de garde légale. C'était cette même maison, où il m'avait enfermé dans ma chambre, lors d'une alerte inondation, 2 ans plus tôt. Je l'ai appelé immédiatement. Le vent hurlait en arrière-plan. Arthur. Sa voix tremblait. Papa dit que je fais un drame. Où es-tu, en ce moment? Dans ma chambre. Au 2e étage, et il a dit à Janet de s'assurer que je ne sorte pas, au 2e étage, le pire endroit possible, pendant une tornade. Tu dois descendre au sous-sol, tout de suite. J'ai essayé. Janet est debout, dans le couloir. Elle a dit que, si je quittais ma chambre, il dirait au juge que je suis rebelle. J'ai affiché le radar. La tornade était à 18 minutes de là, et se dirigeait droit sur eux. Catégorie F3. Mets-moi sur haut-parleur, et vas-y quand même. Je ne peux pas. La dernière fois que j'ai désobéi, papa a fait prolonger mon droit de visite de 2 mois. J'ai appelé papa. Aucune réponse. J'ai appelé Janet. Directement sur la messagerie vocale. Oli, j'appelle le 911. J'ai composé le numéro. Ma sœur de 14 ans est enfermée dans une chambre, au 2e étage, pendant une alerte à la tornade. L'adresse est le 4782 Bird Ridge Drive. Est-elle seule à la maison? Non. Son père refuse de la laisser se mettre à l'abri. Monsieur, nous ne pouvons pas intervenir, dans des situations de garde d'enfants. Il ne s'agit pas de garde d'enfants. Il y a une tornade F3, qui se dirige vers cette maison. Si les adultes présents dans la maison ne sont pas inquiets. J'ai raccroché, et j'ai appelé maman. Elle était en Californie, pour le travail. Maman. Papa refuse de laisser Oli se mettre à l'abri. Il y a une tornade. J'appelle mon avocat, tout de suite. Un avocat? Maman, elle a besoin d'aide, maintenant. Je ne peux rien faire, d'ici. Je vais appeler la police. C'est déjà fait. J'ai appelé le voisin de papa, Monsieur Squatch. S'il vous plaît, vous devez l'aider. Oli est enfermé dans sa chambre. Je ne me mêle plus des affaires familiales de Dan. La dernière fois que j'ai essayé de vous aider, les enfants, il a menacé de me poursuivre en justice. Elle pourrait mourir. C'est entre vous, et votre père. J'ai appelé le frère de papa, oncle Mike. Arthur, tu sais bien que je ne peux pas saper l'autorité parentale de Dan. Ce n'est pas de l'autorité parentale. Oli m'a envoyé un texto. Les lumières viennent de clignoter. J'ai peur, Arthur. J'ai rappelé papa. Cette fois, il a répondu. Quoi? Il y a une tornade qui arrive. Descends au lit au sous-sol. Arthur, je ne vais pas tomber dans une autre des manipulations de ta mère. Oli va très bien. Vérifie la météo. Regarde n'importe quel site météo. Je n'en ai pas besoin. C'est juste une nouvelle tentative, pour perturber mon temps de garde. Papa, s'il te plaît. Il a raccroché. Oli m'a rappelé. Arthur, je la vois. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Par ma fenêtre. Elle est énorme. Elle est toute noire. Les arbres volent sur le côté. Casse la fenêtre, et saute s'il le faut. C'est haut de 2 étages. Oli, sors de là. Janet est dans le couloir. Elle refuse de bouger. J'ai rappelé le 911. La tornade est sur la maison. Ma sœur peut la voir. Monsieur, tous les véhicules d'urgence sont en protocole de mise à l'abri. Envoyez quelqu'un. Nous ne pouvons pas envoyer d'unité, dans une tornade active. J'ai entendu Oli hurler, puis un bruit semblable à celui d'un train de marchandises, et enfin, du verre qui se brise. Oli, les fenêtres. Elle sanglotait. Elles se brisent toutes. Papa, papa, à l'aide. J'ai entendu la voix de papa, en arrière-plan. Retourne dans ta chambre. Il n'y a plus de fenêtre. Arrête de faire un drame. Le bruit était désormais assourdissant.
J'ai entendu des objets se fracasser, Oli qui hurlait, puis un craquement horrible. Arthur. Sa voix était différente, beaucoup plus faible. Le toit. Le toit est. La ligne a été coupée. Pendant 13 minutes, j'ai appelé tout le monde. Les parents de papa, ses voisins, et même la sécurité de son lieu de travail, pour voir si quelqu'un pouvait aller vérifier. Finalement, quelqu'un a répondu sur le téléphone de papa. Mais ce n'était pas lui. Ici l'ambulancier Johnson. Qui est à l'appareil? Où est ma sœur? Oli, 14 ans, cheveux blonds. Nous transportons plusieurs victimes. Êtes-vous de la famille? Oui. Est-ce qu'elle va bien? Mon garçon, vous devez vous rendre au centre médical régional. J'ai roulé à 150 km/h. Je suis arrivé sur place, en 45 minutes. Oli était en salle d'opération. Le toit s'était effondré, directement sur sa chambre. Papa était dans la salle d'attente, avec un simple pansement sur le front. Où étais-tu, lui ai-je hurlé. Au sous-sol. Nous avons appelé Oli, mais elle n'a pas voulu venir. Tu l'as enfermée à l'étage. C'est un mensonge. Nous lui avons dit de descendre, et elle a refusé. Exactement comme sa mère le lui a appris, toujours rebelle. Janet a hoché la tête. Elle voulait faire une scène. Nous l'avons filmée, en vidéo. Nous, au sous-sol, en train de l'appeler. Vous vous êtes filmé, juste après la tornade. Prouve-le, a répondu papa, froidement. J'ai simplement souri, et j'ai répondu, pari tenu. Non pas parce que j'avais des preuves, car je n'en avais aucune, mais parce que j'étais enfin prêt à le détruire, de la même manière qu'il nous avait détruits, Oli et moi. Il allait apprendre à quel point, sa relation avec Janet était réellement fragile. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à enregistrer. Je le gardais bas contre ma jambe, pendant que papa restait assis là, à faire défiler l'écran de son propre téléphone, comme si de rien n'était. Janet vérifiait son maquillage dans un miroir de poche, et retouchait son rouge à lèvres, alors que ma petite sœur était quelque part dans ce bâtiment, en train de se faire ouvrir le corps. Le pansement sur le front de papa était le seul signe, indiquant qu'il avait été près de cette tornade, et même cela, semblait avoir été placé là pour faire le spectacle. J'ai incliné mon téléphone pour les capturer tous les deux dans le cadre, en m'assurant de filmer l'horloge au mur, qui montrait qu'à peine une heure s'était écoulée, depuis que Oli avait été sorti des décombres. Mes mains tremblaient, mais j'ai continué à enregistrer, regardant papa bâiller et s'étirer, comme s'il attendait une vidange d'huile, au lieu de nouvelles pour savoir si sa fille allait vivre ou mourir. J'ai envoyé la vidéo par texto à maman, avec un message lui demandant de la sauvegarder immédiatement sur son cloud, parce que je montais un dossier, que quelqu'un m'aide ou non. L'infirmière de tri a franchi les doubles portes, et mon cœur a bondi, mais son visage m'a fait comprendre que ce n'était pas de bonnes nouvelles. Elle a dit que Oli était toujours en salle d'opération, et qu'ils avaient découvert une hémorragie interne, qui n'apparaissait pas sur les premiers scanners. Papa s'est levé, et a commencé à exiger de savoir qui avait autorisé des procédures supplémentaires, sans son consentement. Sa voix devenait plus forte à chaque mot, demandant s'il savait qu'il était un client payant, avec une excellente assurance, et menaçant de parler à l'administrateur de l'hôpital. Je me suis interposé entre lui et l'infirmière, avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, sentant tout mon corps se tendre, comme si j'étais prêt à me battre. L'infirmière a reculé, et a dit qu'elle irait chercher quelqu'un pour mieux expliquer la situation, puis elle a disparu par les portes, avant que papa ne puisse la suivre. Une femme, vêtue d'un blazer bleu marine, est apparue environ 10 minutes plus tard, se présentant comme Véronica Rios, l'assistante sociale de l'hôpital. Elle avait cette façon calme de parler, qui montrait clairement qu'elle ne se laisserait pas marcher sur les pieds. Elle nous a tendu, à chacun, une carte de visite, et a expliqué que, compte tenu des circonstances des blessures de Oli, l'hôpital avait certains protocoles à suivre. Papa a commencé à protester, parlant d'abus de pouvoir de la part de l'hôpital, et affirmant qu'il s'agissait d'une affaire familiale privée. Cependant, Véronica s'est contentée de hocher la tête, et a gardé la même expression imperturbable. Elle a déclaré que, dorénavant, toute communication familiale passerait par elle, afin de garantir que les intérêts de Oli soient protégés. Pendant que papa vociférait contre Véronica, affirmant qu'il connaissait ses droits, et qu'il avait des avocats en numérotation rapide, je me suis éclipsé vers le parking. L'air sentait encore la pluie et la destruction, avec des débris éparpillés, un peu partout sur l'asphalte.
Je me suis assis sur le capot de ma voiture, et j'ai commencé à dresser une chronologie sur mon téléphone, en tapant chaque événement survenu, depuis le moment où Oli m'avait envoyé un texto. J'ai fait des captures d'écran des alertes météo, montrant l'heure exacte à laquelle l'avertissement de tornade avait été émis. Ensuite, j'ai parcouru mon journal d'appels, et j'ai pris des captures d'écran de chaque appel, en particulier ceux où papa m'avait raccroché au nez. J'ai trouvé les images radar du service météorologique, et je les ai également sauvegardées, car elles montraient la trajectoire de la tornade, passant directement au-dessus de la maison de papa, au 4782 Bird Ridge. Mes doigts bougeaient vite sur l'écran, documentant tout, pendant que c'était encore frais dans mon esprit. De retour dans la salle d'attente, quelques proches de papa étaient arrivés, probablement appelés par Janet. Papa a immédiatement commencé sa représentation, parlant assez fort pour que tout le monde entende, expliquant que Oli avait toujours été dramatique et rebelle, exactement comme sa mère. Il a secoué la tête tristement, et a affirmé qu'elle avait refusé de descendre, même quand il l'avait supplié de le faire. J'ai de nouveau appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone, en gardant un air décontracté, comme si je ne faisais qu'envoyer des textos. Papa a continué à raconter qu'il n'avait pas arrêté de l'appeler, mais qu'elle voulait leur donner une leçon. Quand il a mentionné leur preuve vidéo, j'ai regardé Janet s'agiter sur son siège, et baisser les yeux vers ses mains. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à son téléphone, puis à papa, comme si elle vérifiait quelque chose. Le docteur Ahmad Kramer est finalement sorti, après ce qui m'a semblé être une éternité. Il portait toujours sa tenue de bloc opératoire, avec quelques taches de sang dessus. Il a expliqué que Oli souffrait d'un affaissement du poumon, de 3 côtes cassées, et d'une grave blessure à la tête, nécessitant une intervention chirurgicale d'urgence, pour soulager la pression sur son cerveau. Papa a immédiatement commencé à remettre en question chaque décision, demandant pourquoi il n'avait pas attendu son consentement, et exigeant de connaître les qualifications d'Ahmad. Le médecin est resté parfaitement calme, et a expliqué que chaque seconde comptait, dans les cas de traumatologie, et que le consentement n'était pas requis, pour un traitement d'urgence vitale. Il a précisé que Oli était stable mais dans un état critique, et qu'il l'avait transféré aux soins intensifs. Papa a voulu savoir quand il pourrait la voir, et Ahmad a répondu que les visites familiales seraient coordonnées par l'assistante sociale. Je suis sorti pour appeler maman, et elle a décroché à la première sonnerie. Elle pleurait déjà, avant même que je ne puisse dire un mot. Je lui ai dit que Oli avait survécu à l'opération, mais que c'était grave, vraiment très grave. Maman a dit qu'elle essayait de trouver un vol, mais que tous les avions étaient cloués au sol, à cause des tempêtes. Elle a mentionné que son avocat préparait déjà les documents, pour une demande de garde d'urgence. Cependant, nous savions tous les deux que cela ne nous aiderait pas, dans l'immédiat. Les soins intensifs se ficheraient pas mal de la paperasse, alors que Oli était branché à des machines, essayant juste de rester en vie. Véronica m'a trouvé dans le couloir, et a demandé si nous pouvions parler en privé. Elle m'a conduit dans une petite salle de conférence, et a fermé la porte. Elle a expliqué qu'elle avait déjà contacté les services de protection de l'enfance, et qu'un dossier avait été ouvert. L'assistante sociale en charge de l'affaire s'appelait Joanna Pennington, et elle voudrait interroger tout le monde, séparément. Véronica m'a dit de documenter tout ce dont je me souvenais, pendant que c'était encore frais. De noter les noms, les heures, absolument tout. Elle a dit cela doucement mais fermement, comme si elle me donnait des instructions avant une bataille. Plus tard dans la nuit, je me suis assis dans ma voiture, avec mon ordinateur portable, et j'ai soumis une demande d'accès à l'information, FOIA, au comté, pour obtenir les enregistrements du 911 de cette nuit-là. Je savais que cela prendrait des semaines pour les obtenir, mais j'avais besoin d'une preuve, démontrant que j'avais essayé de trouver de l'aide, alors que papa ne faisait rien. J'ai commencé un document détaillé, avec l'horodatage de chaque appel, de chaque texto, et de chaque interaction des 18 dernières heures. Papa était toujours dans la salle d'attente, en train de faire le show pour ses proches. Il se faisait passer pour un père inquiet, et racontait à quel point la situation était difficile pour lui. Mais je continuais à observer Janet, et j'ai remarqué qu'elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone, puis papa, avec une expression nerveuse. Elle savait que leur histoire comportait des failles, et elle avait peur. C'est là que j'appliquerai la pression, le moment venu. Véronica est revenue vers 23h30, avec 2 agents de sécurité de l'hôpital derrière elle. Elle a regardé papa, puis moi, et a annoncé que l'hôpital aménageait des zones d'attente séparées pour les membres de la famille, en raison de la forte tension émotionnelle de la situation. Papa a bondi de sa chaise, et a commencé à hurler à propos de ses droits parentaux,
affirmant que personne ne pouvait le tenir éloigné de sa fille. L'agent de sécurité, un grand gaillard aux yeux fatigués, s'est avancé, et lui a fait comprendre très clairement qu'il n'y avait pas de place pour le débat. Papa a continué à protester, mais ils les ont escortés, lui et Janet, au bout du couloir vers une autre salle d'attente, tandis que Véronica est restée avec moi. Elle s'est assise, et a sorti des formulaires, expliquant que l'hôpital appliquait des protocoles stricts, pour les situations où les conflits familiaux pourraient affecter les soins aux patients. J'ai regardé à travers les portes vitrées, tandis que papa gesticulait furieusement devant l'agent de sécurité, plus loin dans le couloir. Environ 1 heure plus tard, Ahmad est revenu. Il portait toujours sa tenue de bloc, mais avec de nouvelles taches de sang dessus. Il s'est assis en face de moi, et m'a expliqué que le cerveau de Holly enflait à cause du traumatisme. Elle avait besoin d'une autre opération, tout de suite, pour soulager la pression. Papa a dû voir Ahmad me parler, car il est revenu en trombe, avec l'agent de sécurité qui essayait de le suivre. Papa a exigé un deuxième avis, et a déclaré que personne ne toucherait à sa fille, sans sa permission. Ahmad est resté calme, et lui a répondu que tout retard pourrait être fatal. Il a ajouté qu'ils allaient procéder à l'opération, avec ou sans son consentement, en vertu des protocoles d'urgence. Papa s'est tourné vers moi, et a dit que c'était de ma faute, pour avoir créé tout ce drame. Je me suis levé, et je lui ai dit que, s'il essayait de bloquer cette opération, je ferais en sorte que chaque habitant de cette ville sache qu'il mettait la vie de Holly en danger, pour la 2e fois de la nuit. L'agent de sécurité s'est interposé entre nous, et papa a reculé, mais son visage était rouge de colère, et ses mains tremblaient. Ils ont ramené Holly en salle d'opération, et je suis resté assis sur cette chaise en plastique, pendant 6 heures de plus. Maman n'arrêtait pas d'appeler toutes les 30 minutes, depuis l'aéroport de Californie, où elle était toujours bloquée. Papa et Janet étaient retournés dans leur salle d'attente séparée, mais je pouvais l'entendre au téléphone avec quelqu'un, probablement son avocat. J'ai essayé de manger quelque chose du distributeur automatique, mais je n'arrivais pas à avaler. Vers 7 heures du matin, Ahmad est finalement sorti, l'air épuisé. Il a expliqué que l'opération s'était bien passée, et que Holly était stable, mais toujours dans un état critique. Il l'avait transférée aux soins intensifs, où des machines l'aidaient à respirer. La poutre du toit qui l'avait frappé avait causé un traumatisme massif, au niveau de son crâne et de sa colonne vertébrale. Il a ajouté que c'était miraculeux qu'elle ait survécu à tout cela, vu l'endroit où l'équipe de secours l'avait trouvée, dans les décombres de sa chambre. Papa a essayé de poser des questions, mais Ahmad a répondu qu'il avait déjà expliqué tout ce qui était nécessaire, et s'est éloigné. J'ai suivi Ahmad dans le couloir, pour le remercier. Il s'est arrêté, et m'a regardé pendant un long moment. Puis, il m'a avoué qu'en 20 ans de chirurgie traumatologique, il n'avait jamais vu des blessures pareilles, chez quelqu'un qui était censé être libre de ses mouvements, pendant une tornade. Cette nuit-là, vers minuit, mon téléphone a sonné, affichant un numéro masqué. C'était Joanna Pennington, des services de protection de l'enfance. Elle s'est présentée, et a déclaré qu'elle devait programmer une entrevue avec moi, dès le lendemain matin. Elle m'a dit de conserver toutes les communications numériques avec papa, Janet, et toute autre personne impliquée dans les événements de la nuit. Elle a précisé que le dossier faisait l'objet d'une procédure accélérée, compte tenu de la gravité des blessures de Holly. Je lui ai demandé si elle avait déjà vu des affaires de ce genre auparavant. Elle a répondu par l'affirmative, mais en ajoutant que c'était très rare de disposer d'une documentation aussi claire. Après avoir raccroché avec Joanna, j'ai rappelé Monsieur Squatch. Il a répondu à la 5e sonnerie, l'air agacé. Je lui ai posé une nouvelle fois la question concernant des caméras de sécurité, et il a répondu qu'il n'en avait pas. Mais ensuite, il a fait une pause. Il a ajouté qu'il avait entendu papa hurler sur quelqu'un, pour lui ordonner de retourner dans sa chambre, juste avant que la tornade ne frappe. Il a raccroché, avant que je ne puisse poser d'autres questions. Je n'arrivais pas à dormir sur cette chaise d'hôpital. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à créer une chronologie, chaque appel, chaque texto, chaque seconde de cette nuit. J'ai téléchargé tous mes relevés téléphoniques, et je les ai organisés, par horodatage. J'ai retranscrit mot pour mot, chaque conversation dont je pouvais me souvenir. Je n'allais pas gagner cette bataille avec de la colère. Même si je voulais le détruire, j'avais besoin de faits, de documentation, et de témoins, qui finiraient par craquer sous la pression juridique. À 5 heures du matin, j'avais un document de 12 pages retraçant la chronologie, avec des preuves tangibles liées à chaque entrée.
Le lendemain matin, un autre agent de sécurité m'a trouvé dans le couloir, en train de prendre des photos de l'entrée des soins intensifs. Il m'a informé que papa s'était plaint de violation de la vie privée, et m'a demandé d'arrêter d'enregistrer. Véronica est arrivée quelques minutes plus tard. Elle a négocié un compromis, me permettant de documenter tout ce qui se trouvait dans les zones publiques, mais en m'interdisant d'enregistrer des conversations privées, sans consentement. Le vigile a semblé satisfait, et s'est éloigné. Je suis retourné à ma chaise, et j'ai vérifié mes emails. Le service météorologique national avait envoyé une réponse automatique à ma demande, avec un fichier PDF en pièces jointes. Ce document confirmait l'heure exacte à laquelle l'alerte à la tornade avait été émise pour l'adresse de papa, et l'heure précise où la tornade F3 avait touché le sol, à cet endroit. Les horodatages correspondaient parfaitement, avec le moment où Oli m'avait appelé de sa chambre, complètement terrifié. J'ai transféré tous ces éléments à Johanna, ainsi qu'à l'avocate de maman. Plus tard dans la matinée, papa a essayé de me faire radier de la liste des visiteurs de Oli. Il s'est avancé d'un pas ferme vers le bureau des soins intensifs, avec Janet, et a déclaré à l'infirmière que je n'étais pas le tuteur légal de Oli. Il a également ajouté que maman avait renoncé à ses droits, en étant absente. L'infirmière, l'air confuse, a appelé Véronica. Lorsque celle-ci est arrivée, elle a expliqué à papa que les frères et sœurs possédaient certains droits, indépendamment des accords de garde. Elle a également souligné que, compte tenu des circonstances, essayer d'isoler une mineure blessée de sa famille, paraissait très suspect. Papa est parti en trombe, mais non sans m'avoir lancé que cette histoire n'était pas terminée. J'ai passé l'après-midi à appeler les services de la ville, pour qu'un inspecteur en bâtiment aille examiner la maison de papa. Après avoir été transféré 4 fois, j'ai enfin réussi à joindre quelqu'un, qui a compris ce dont j'avais besoin. L'inspecteur a accepté d'accélérer la production d'un rapport d'évaluation. Ce document montrerait quelles pièces avaient subi l'impact direct, et de quelle manière la structure s'était effondrée. Le lendemain matin, je me suis dirigé vers le poste des infirmières, et j'ai demandé les coordonnées de l'ambulancier qui avait trouvé Oli. L'infirmière a secoué la tête, et m'a désigné une porte au bout du couloir, avec la mention « service juridique ». J'ai frappé, et une femme fatiguée, assise derrière un bureau, m'a expliqué que toutes les déclarations de témoins devaient passer par les voies officielles. Elle m'a tendu un formulaire, long de 8 pages. Je l'ai rempli sur le champ, dans son bureau, en documentant chaque tentative effectuée pour obtenir de l'aide pour Oli. Je savais pertinemment que les traces écrites avaient plus d'importance que tout le reste, dans des situations comme celle-ci. 20 minutes plus tard, Johanna s'est présentée. Elle m'a conduit dans une petite salle de conférence, qui sentait le vieux café et le désinfectant. Elle a sorti un dictaphone, et m'a demandé de commencer par le tout début. Pas seulement au sujet de la tornade, mais concernant toutes les fois où papa nous avait enfermés dans des pièces, lors de situations d'urgence. Je lui ai parlé de l'alerte aux inondations, 2 ans auparavant. Il m'avait obligé à rester dans ma chambre, pendant que l'eau montait dans le sous-sol. Je lui ai raconté cette fois, où il a refusé de me laisser sortir, lors d'une fuite de gaz, parce qu'il trouvait que les pompiers réagissaient de manière excessive. Je lui ai expliqué comment il répétait sans cesse, que les consignes de sécurité, n'étaient qu'un moyen pour le gouvernement de contrôler la population. Elle a tout noté, d'une écriture soignée. Puis, elle m'a demandé si j'avais des photos, ou des documents de ces moments-là. J'ai retrouvé de vieux textos sur mon téléphone, où je suppliais maman de venir me chercher plus tôt, chez papa, pendant l'inondation. C'étaient des captures d'écran que j'avais sauvegardées, juste au cas où, j'en aurais besoin un jour. L'inspecteur Léo Watkin est arrivé, pendant que nous discutions encore. Un grand gaillard aux cheveux gris, qui s'est présenté. Il a expliqué que ce qui avait commencé comme un problème de garde d'enfants, s'était désormais transformé en enquête criminelle, en raison de la gravité des blessures de Oli. Il s'est assis avec son propre carnet, et a repris ma déclaration depuis le début. Il posait des questions très précises, sur les heures et les lieux, et sur qui avait dit quoi, et à quel moment. Il prenait soin de ne montrer aucune émotion, mais je pouvais voir qu'il prenait l'affaire très au sérieux, au vu du nombre de questions complémentaires qu'il me posait. Après son départ, Ahmad est venu me trouver dans le couloir, et m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous sommes allés dans une salle d'attente vide. Il m'a expliqué que la moelle épinière de Oli était enflée à cause de l'impact, et qu'elle ne pourrait peut-être plus marcher pendant un certain temps. Peut-être des mois, voire plus longtemps encore. Les factures médicales dépassaient déjà les 200 000 €, et ce montant grimpait chaque jour qu'elle passait aux soins intensifs.
Il a mentionné, avec beaucoup de prudence, que les compagnies d'assurance examinaient toujours la question de la responsabilité, pour décider de ce qu'elles allaient couvrir. Et le fait de disposer d'une documentation claire, expliquant pourquoi elle se trouvait dans cette chambre lorsque le toit s'était effondré, pourrait faire la différence entre une prise en charge complète et la faillite. J'ai passé le reste de l'après-midi dans la cafétéria de l'hôpital, avec mon ordinateur. J'ai tout organisé dans des dossiers pour Johanna, les captures d'écran des alertes météo avec leurs horodatage, les enregistrements de mes appels au 911, la chronologie que j'avais rédigée cette première nuit, ainsi que les noms et numéros de téléphone de chaque personne que j'avais contactée pour obtenir de l'aide. J'ai téléchargé l'ensemble des fichiers sur un espace cloud sécurisé, et je lui ai envoyé le lien. Elle m'a répondu par texto, en me disant que c'était le dossier de preuve le plus organisé, qu'elle ait jamais reçu de la part d'un membre de la famille. Elle a ajouté que cela aiderait à faire avancer les choses beaucoup plus vite. Ce soir-là, je faisais défiler mon fil d'actualité Facebook, quand je suis tombé dessus. Papa avait publié un long message, dans lequel il se décrivait comme un père dévoué, traversant la pire tragédie de sa vie, et demandant des prières et du soutien, durant cette période difficile. Les commentaires étaient remplis de personnes, qui ignoraient tout de ce qui s'était réellement passé. Il lui disait à quel point il était fort, et proposait de lui apporter des repas. J'ai pris des captures d'écran de tout cela, y compris de l'horodatage, qui montrait qu'il avait publié ce message, pendant que Holly était encore en salle d'opération, en train de lutter pour sa vie. Le lendemain, j'ai aperçu Janet assise seule dans la cafétéria de l'hôpital, les yeux rivés sur son téléphone. Je me suis approché, et je me suis assis en face d'elle, en gardant une voix douce et posée. Je lui ai mentionné que l'entrave à la justice était passible d'une peine de 5 ans de prison. Et que la mise en danger d'un enfant pouvait y ajouter 10 années supplémentaires, en particulier lorsqu'elle entraînait des blessures graves. Son visage est devenu livide. Elle a attrapé son sac à main, et est partie sans dire un mot. Mais je savais que j'avais fait mouche. La graine était plantée dans son esprit, protéger papa signifiait qu'elle aussi risquait de tout perdre. Plus tard dans l'après-midi, la représentante des patients est venue me trouver. Elle a suggéré que, puisque maman ne pouvait pas faire le trajet depuis la Californie, elle pourrait signer des documents, pour m'accorder une procuration médicale temporaire pour Holly. Ce n'était pas une garde légale, mais cela signifiait que je pourrais prendre des décisions concernant ses soins. Et que j'aurais un accès complet à son dossier médical, sans avoir à passer par papa. Maman a accepté immédiatement, et les documents ont été envoyés par fax, dans l'heure qui a suivi. L'avocate de maman m'a appelé ce soir-là, pour me dire qu'elle déposait une requête en urgence, auprès du tribunal aux affaires familiales. Le but était de retirer la garde à papa, en s'appuyant sur l'enquête des services de protection de l'enfance. Elle avait besoin d'une déclaration sous serment de ma part, décrivant tout ce qui s'était passé. Johanna m'a aidé à la rédiger, en utilisant le jargon juridique spécifique, que les juges s'attendent à lire. Nous avons passé 2 heures, à nous assurer que chaque fait était exact, et correctement documenté. Car la moindre erreur pourrait donner du grain à moudre, à l'avocat de papa. Le lendemain matin, Johanna a interrogé papa et Janet, séparément, dans des pièces différentes de l'hôpital. J'observais depuis le bout du couloir. J'ai vu papa sortir de son entretien, le visage écarlate, en claquant violemment la porte derrière lui. L'entretien de Janet a duré près de 2 heures. Quand elle est enfin sortie, on aurait dit qu'elle avait pleuré. Johanna est sortie juste derrière elle, tenant 2 téléphones dans des sacs à preuves. Elle leur a ordonné à tous les deux, de ne rien supprimer de leur compte cloud, ni de leurs réseaux sociaux. Papa s'est mis à hurler, invoquant son droit à la vie privée. Mais Johanna a simplement souri, et a répondu, la préservation des preuves est une procédure standard, dans les affaires impliquant des mineurs blessés. Léo m'a appelé 1 heure plus tard, pour m'informer qu'il avait trouvé quelque chose de très intéressant, sur les images de vidéosurveillance du voisin. Il a conduit jusqu'à l'hôpital, pour me les montrer sur sa tablette, et tout était là, noir sur blanc. L'horodatage affichait 19h43, moment où la tornade était clairement visible, s'approchant de la maison. Il n'y a eu aucun mouvement à l'intérieur, aucune lumière allumée, absolument rien. Et ce, jusqu'à 19h58, heure à laquelle papa et Janet ont finalement couru, pour se réfugier au sous-sol. Soit 15 minutes entières, après que la tornade se soit déjà abattue sur eux. Léo m'a expliqué que le voisin avait refusé de m'aider directement, mais qu'il avait coopéré avec la police, une fois qu'il s'était présenté avec un mandat de perquisition.
j'ai pris des photos de l'écran avec mon téléphone, pendant que Léo m'expliquait en quoi cette vidéo prouvait que personne n'avait essayé d'aider Oli, avant qu'il ne soit trop tard. Véronica m'a pris à part après le départ de Léo. Elle m'a averti que je devais faire très attention à ne pas recontacter Janet. Elle a ajouté que la façon dont je l'avais abordée à la cafétéria pourrait être considérée comme une subornation de témoin si l'avocat de papa l'apprenait. J'ai promis de laisser les professionnels s'en charger à partir de maintenant, comprenant que la pression juridique serait, de toute façon, bien plus efficace que mes menaces. Elle m'a tapoté l'épaule et m'a rappelé que la construction d'un dossier solide exigeait de la patience et non de la colère. Le lendemain matin, j'ai reçu une réponse par email à ma demande d'accès concernant les enregistrements du 911. Il m'indiquait qu'il faudrait entre 4 et 6 semaines pour traiter la demande, en raison de l'accumulation de dossiers liés à la catastrophe de la tornade. Je voulais ces enregistrements plus que tout, mais je devais me concentrer sur ce que nous pouvions obtenir dans l'immédiat, au lieu d'attendre la preuve parfaite. Ahmad m'a trouvé dans la salle d'attente, et m'a demandé si je voulais voir quelque chose d'important. Il m'a emmené dans un petit bureau, et a affiché les scanners d'imagerie de Oli, sur son ordinateur. Les images montraient son crâne et sa colonne vertébrale, avec d'étranges motifs bleus et blancs, qui m'ont retourné l'estomac. Il a pointé du doigt des zones spécifiques, et m'a expliqué en quoi la configuration des blessures prouvait qu'elle était allongée à plat dans son lit, lorsque le plafond s'est effondré. L'angle d'impact, et les mesures de la force du choc, démontraient qu'elle n'était pas debout, ou en train d'essayer de s'enfuir, lorsque c'est arrivé. Il a souligné que cette preuve médicale serait d'une importance capitale. Elle permettrait de prouver qu'elle suivait à la lettre les ordres de papa, en restant dans son lit. Je l'ai remercié, et j'ai pris des notes sur tout ce qu'il m'avait expliqué. Je savais que cela pourrait détruire l'histoire de papa, prétendant que Oli avait refusé de descendre. 3 jours ont passé. Je passais chaque instant à l'hôpital, ne partant que pour me doucher chez moi, et prendre des vêtements propres. Je marchais vers ma voiture, dans le parking couvert, quand papa a surgi de derrière un pilier en béton. Il m'a barré la route, et a commencé à dire que je détruisais notre famille, pour un rien. Son visage était rouge, et ses poings étaient serrés, alors qu'il menaçait de me poursuivre pour diffamation. J'ai laissé mon téléphone enregistré dans ma poche, pendant qu'il proférait de drôles de menaces, sur ce qui arrivait aux gens qui le contrariaient. Il a affirmé que je regretterais d'avoir monté Janet contre lui, et que maman m'avait empoisonné l'esprit, tout comme elle l'avait fait avec Oli. Je suis resté calme, et je n'ai répondu à aucune de ses provocations. J'ai simplement continué à marcher vers ma voiture, tandis qu'il me suivait en hurlant. Quand je suis finalement entré dans mon véhicule, et que j'ai verrouillé les portes, il est resté là. Il m'a fixé à travers la vitre, pendant 1 minute entière, avant de s'éloigner. J'ai immédiatement envoyé l'enregistrement à Johanna et à Léo. Ils m'ont appelé dans les minutes qui ont suivi, me disant que je ne devais plus me retrouver seul avec papa. Ils ont mis en place un plan de sécurité, les agents de l'hôpital s'assuraient que nous ne soyons jamais dans la même zone, sans supervision. Un agent de sécurité a commencé à venir me voir régulièrement. Il s'assurait également que papa restait bien dans la salle d'attente qui lui avait été assignée, de l'autre côté de l'hôpital. Léo est revenu me voir le lendemain, avec de nouvelles preuves tirées de son enquête. Il avait analysé les communications radio des services de secours de cette nuit-là. Il y avait trouvé la preuve que plusieurs unités avaient bien répondu à mon appel au 911. Ils voulaient tous intervenir, mais ils n'avaient pas pu se déployer, à cause de la tornade active qui touchait le sol. Cela démontrait que j'avais tenté tout ce qui était humainement possible pour obtenir de l'aide, alors que papa n'avait absolument rien fait. Léo a souligné que ce point serait crucial, pour illustrer le contraste entre ma réaction et l'inaction totale de papa. L'oncle Mike est venu rendre visite à Oli cet après-midi-là. Je suis resté silencieux dans mon coin, en train d'enregistrer, pendant qu'il parlait à un autre parent. Il s'est mis à raconter comment Dan avait toujours pensé que les alertes météo n'étaient que des abus de pouvoir du gouvernement, pour contrôler la population. Il a ajouté que Dan ne respectait jamais les ordres d'évacuation, quelle que soit la situation. Et qu'il se moquait ouvertement des personnes qui prenaient les avertissements au sérieux. Cette habitude de rejeter les consignes de sécurité aiderait à démontrer l'état d'esprit négligent de papa. J'ai donc veillé à capturer le moindre de ces mots sur mon téléphone. L'oncle Mike m'a vu en partant, mais il n'a rien dit. Il a simplement secoué la tête et est sorti. Plus tard dans la nuit, je faisais défiler mon fil Facebook lorsque j'ai fait une découverte majeure.
Janet avait laissé un commentaire public, pendant la tornade, sous la publication d'une autre personne. Elle y disait que la batterie de son téléphone allait mourir, et qu'elle était terrifiée. L'horodatage indiquait 19h51. Pile au moment où il prétendait être en train d'appeler Holly, depuis le sous-sol. J'ai fait des captures d'écran de tout cela, et je les ai transmises à Johanna. Elle m'a répondu par texto, que c'était exactement le genre de preuve, capable de réduire leur histoire en miettes. Elle l'a ajouté au dossier grandissant des preuves, qui démontrait que papa et Janet mentaient sur ce qui s'était réellement passé. Le lendemain matin, Johanna m'a appelé pour m'informer qu'elle mettait en place un plan de sécurité d'urgence pour le réveil de Holly. Papa n'aurait droit qu'à des visites supervisées, à partir de maintenant. Cela signifiait qu'il ne pourrait pas se retrouver seul avec elle, ni essayer d'influencer ses déclarations concernant cette nuit-là. Ce n'était pas encore un retrait total de la garde. Mais cela garantissait que Holly serait protégée, contre toute tentative de pression, visant à la forcer à modifier sa version des faits. 2 jours se sont écoulés, avant que l'infirmière ne m'appelle dans la chambre de Holly, m'annonçant qu'elle montrait des signes de réveil. Je me suis précipité à l'intérieur, et je l'ai trouvée avec les yeux à peine ouverts, ses doigts bougeant légèrement sur les draps blancs de l'hôpital. J'ai saisi sa main, et j'ai senti qu'elle me la serrait faiblement en retour, tandis que les moniteurs bipaient autour de nous. Elle a essayé de parler, mais elle n'a réussi qu'à chuchoter, d'une voix si faible que j'ai dû me pencher tout près pour l'entendre. Couloir, a-t-elle soufflé. Juste ce seul mot. Je lui ai demandé si Janet bloquait son passage, et elle m'a serré la main un peu plus fort, les yeux s'embuant de larmes. L'infirmière a tout documenté, pendant que je tenais l'autre main de Holly, en la regardant se rendormir paisiblement. Cet après-midi-là, Johanna a organisé une réunion avec une avocate de l'aide juridique, directement à l'hôpital. Celle-ci a étalé des documents, sur la table de conférence. Elle m'a expliqué le fonctionnement des règles sur le oui-dire. Elle m'a précisé quelles preuves seraient recevables au tribunal, par rapport à celles qui n'auraient aucune valeur. Elle m'a montré comment documenter les choses de manière adéquate, en incluant les dates, les heures, ainsi que les signatures des témoins oculaires. Elle m'a instruit sur la chaîne de possession des preuves matérielles, et sur la façon de s'assurer qu'aucune pièce ne soit rejetée, pour des vices de procédure. Le lendemain matin, papa s'est présenté avec son avocat, portant un ordinateur portable, et exigeant de montrer sa vidéo de preuve à tout le monde. Léo a pris l'ordinateur, et l'a branché sur l'écran de la salle de conférence, pendant que papa se tenait là, avec un air suffisant. La vidéo montrait bien papa et Janet, au sous-sol, en train d'appeler Holly. Mais Léo a affiché les propriétés du fichier, directement sur l'écran. Les métadonnées indiquaient que la vidéo avait été créée à 20h47, soit 1 heure entière, après que la tornade ait balayé la zone. Léo a imprimé la page des métadonnées, et l'a glissée dans son dossier de preuves, tandis que le visage de papa virait au rouge écarlate. Son avocat a tenté d'argumenter que l'horodatage pouvait être erroné. Mais Léo lui a expliqué le fonctionnement de la criminalistique numérique, et pourquoi les horodatages ne pouvaient pas être falsifiés de cette manière. J'ai passé cet après-midi-là, au bureau des services météorologiques en centre-ville, pour obtenir les rapports officiels sur la trajectoire de la tornade. Le météorologue m'a montré, sur son ordinateur, les schémas de dispersion des débris. Ces données prouvaient que les chambres du 2e étage avaient encaissé le choc de plein fouet. Il a imprimé des diagrammes techniques, illustrant la vitesse des vents et les zones d'impact. Il était évident, au vu de ces documents, que toute personne se trouvant au sous-sol aurait eu conscience du danger à l'étage. Il a signé une déclaration sous serment, attestant que le sous-sol était resté en grande partie intact, tandis que les étages supérieurs avaient été ravagés. Plus tard dans la soirée, Véronica m'a envoyé un texto, m'informant que Janet l'avait abordé en privé, à la cafétéria de l'hôpital. Janet lui avait posé des questions sur la protection des lanceurs d'alerte, et sur ce qui se passerait, si quelqu'un se souvenait des événements d'une manière différente, par rapport à ses déclarations initiales. Véronica était restée neutre, mais s'était assurée que Janet comprenne bien le principe des accords de coopération, et leur fonctionnement avec les procureurs. Elle a expliqué à Janet, que les personnes qui passaient aux aveux rapidement, obtenaient de bien meilleurs accords, que celles qui s'obstinaient à mentir jusqu'à la fin. Par l'intermédiaire de Véronica, j'ai fait en sorte que Janet soit bien informée, de la différence entre des accusations pour mise en danger d'enfants, et des accusations pour tentative de meurtre. Le message était simple mais limpide, sa coopération déterminerait si elle serait perçue comme une victime supplémentaire, ou comme la complice qui avait aidé à blesser une enfant.
Véronica s'est assurée que Janet comprenne bien que les procureurs examinaient toujours l'intention et que le simple fait de suivre des ordres ne constituait pas toujours une ligne de défense valable. 3 jours plus tard, Holly s'est réveillée pour une période plus longue et Véronica a apporté du matériel d'enregistrement. Je me suis assis près du lit de Holly, en lui tenant la main, pendant qu'elle nous racontait tout, d'une voix faible mais assurée. Elle a expliqué que Janet se tenait dans le couloir, les bras croisés, tandis que papa lui hurlait dessus pour qu'elle arrête de faire un drame. Elle s'est souvenue que Janet avait affirmé qu'elle devait suivre les règles de papa, sous peine de conséquences pour tout le monde. La voix de Holly s'est brisée, lorsqu'elle a raconté comment elle entendait la tornade se rapprocher, tout en suppliant Janet de s'écarter de son chemin. Véronica a fidèlement retranscrit chaque mot, sur les formulaires officiels, pendant que je continuais de serrer la main de ma sœur. L'après-midi même, l'infirmière des soins intensifs a pris Léo à part. J'ai surpris une bribe de leur conversation, concernant les blessures de Holly. Elle expliquait que la disposition des débris, incrustés dans les plaies, démontrait que la jeune fille était couchée à plat sur le dos, au moment où le toit s'était effondré. L'angle de l'impact, et l'alignement des blessures, prouvaient de manière irréfutable, qu'elle se trouvait dans son lit, exactement là où on lui avait ordonné de rester. Léo a pris des photos du dossier médical, et a demandé à l'infirmière de consigner ses observations par écrit, pour les verser au dossier d'enquête. Le lendemain, Johanna m'a appelé pour m'informer qu'elle déposait une requête d'urgence auprès du tribunal aux affaires familiales. Elle avait rassemblé toutes nos preuves, dans un épais dossier. Selon elle, cela dressait un tableau parfaitement clair et accablant, de ce qui s'était réellement passé. L'audience avait été fixée à la semaine suivante, devant la juge Mayor. Celle-ci était réputée pour prendre la sécurité des enfants plus au sérieux, que n'importe quelle autre affaire. Johanna m'a tout de même prévenu, papa allait très certainement se doter d'une défense en béton armé, dès qu'il recevrait les documents du tribunal. Et en effet, 2 jours plus tard, j'ai reçu l'enveloppe d'un cabinet d'avocats, contenant une mise en demeure. L'avocat de papa y affirmait que je formulais de fausses allégations, portant atteinte à la réputation de son client. Il y brandissait également la menace de poursuites judiciaires. Je l'ai apporté directement à la clinique d'aide juridique, où l'avocate m'a aidé à rédiger une réponse. Nous sommes restés brefs, en indiquant que nous nous contentions de signaler des faits objectifs, aux autorités compétentes, comme l'exigeait la loi. Elle a fait des copies de chaque document, et m'a recommandé de garder une trace de toute autre tentative de contact, de la part de papa ou de son avocat. Pendant tout ce temps, j'ai continué à rendre visite à Holly, en l'observant reprendre des forces, petit à petit. Elle arrivait maintenant à rester éveillée sur de plus longues périodes, et avait même réussi à manger quelques morceaux de glace pilée. Les ecchymoses sur son visage passaient du violet au jaune et au vert, mais elle commençait à retrouver son apparence habituelle. Papa a tenté de venir la voir une fois, mais la sécurité lui a refusé l'accès. En effet, l'ordonnance de visite supervisée impliquait qu'il devait planifier ses passages à l'avance. Il est resté planté dans le couloir, hurlant à propos de ses droits, jusqu'à ce que les agents ne menacent d'appeler la police. 2 jours plus tard, Johanna m'a appelé. Janet avait pris contact avec elle, et souhaitait clarifier sa déclaration précédente. Elle s'était présentée au bureau des services de protection de l'enfance, et avait remis son téléphone de son plein gré, sans même qu'on le lui demande. Elle y est restée assise pendant 3 heures, passant en revue chaque texto, et chaque photo de cette nuit-là. Johanna a enregistré l'intégralité de la réunion, tandis que Janet montrait les messages qu'elle avait envoyés pendant la tornade, exprimant sa peur, et son envie de descendre au sous-sol. Léo a saisi le téléphone de Janet, et a mis en place une chaîne de possession en bonne et due forme, avec des étiquettes de preuves et des signatures. Il a consulté l'historique de ses messages de la soirée, et a découvert un texto envoyé à sa sœur, à 20h47. Elle y déclarait que papa refusait de les laisser quitter le 2e étage. Un autre texto, envoyé à 20h52, précisait qu'elle entendait la tornade, et qu'elle était terrifiée. À 20h54, elle a écrit que Holly pleurait, et suppliait de descendre, mais que papa avait dit non. Ces horodatage correspondaient exactement au moment où j'étais au téléphone avec Holly, l'entendant supplier de quitter sa chambre. Léo a tout imprimé, et a fait parapher chaque page par Janet, pour confirmer qu'il s'agissait bien de ses propres messages. Cet après-midi-là, Ahmad m'a appelé pour m'informer qu'il avait préparé une déclaration médicale sous serment, pour le tribunal. Il m'a expliqué les détails techniques, sur la façon dont les débris heurtent le corps humain, selon différents angles d'impact. La configuration des blessures de Holly
démontrait qu'elle était allongée sur le dos, au moment où le plafond s'était effondré. Les ecchymoses sur ses bras indiquaient qu'elle les avait levés pour protéger son visage, tout en étant dans son lit. L'angle des fractures de ses côtes prouvait qu'elle n'était ni debout, ni en mouvement, lorsqu'elle avait été percutée. La déclaration d'Ahmad constituait un rapport de 8 pages de faits médicaux incontestables. Maman a pris un vol de retour depuis la Californie, et son avocate nous a rejoints dans une salle de conférence, au centre-ville. L'avocate a étalé l'ensemble de nos preuves sur une grande table, et a commencé à les organiser, pour en faire des pièces à conviction. Elle m'a fait répéter mon témoignage, encore et encore, jusqu'à ce que je sois capable de le livrer, sans céder à la colère. À chaque fois que je commençais à laisser paraître la moindre émotion, elle m'arrêtait, et me forçait à recommencer. Elle martelait, les juges ont besoin de faits, pas de sentiments. Nous avons repassé chaque minute de cette nuit-là, et je lui ai expliqué le déroulement des événements, pendant qu'elle prenait des notes. Elle m'a appris à répondre aux questions, en me basant uniquement sur des faits concrets, sans y ajouter d'opinion personnelle. Nous avons pratiqué d'arrache-pied pendant 4 heures d'affilée, jusqu'à ce que je puisse raconter l'histoire sereinement, peu importe le type de questions qu'elle me posait. Le lendemain matin, Johanna s'est présentée à l'hôpital, accompagnée d'un psychologue pour enfants, afin de recueillir la déposition formelle de Holly. Celle-ci avait repris des forces, et parvenait désormais à rester assise dans son lit, pendant de plus longs laps de temps. Le psychologue lui a expliqué que tout l'entretien serait enregistré pour le tribunal. Holly a cherché mon regard, et j'ai doucement serré sa main, pour la rassurer et lui faire comprendre qu'elle était en sécurité. Elle leur a raconté comment papa lui avait ordonné de ne pas bouger de son lit, lorsque la sirène d'alerte à la tornade avait retenti. Elle a décrit Janet se tenant debout dans le couloir, les bras croisés, bloquant le passage. Elle se souvenait de papa hurlant que les alertes météorologiques n'étaient que de simples tactiques gouvernementales, pour effrayer les gens. Elle a confié avoir supplié Janet de s'écarter, mais cette dernière avait répondu qu'elle devait obéir aux règles de papa. La voix de Holly est restée calme et posée, même au moment de décrire le bruit assourdissant de la tornade, qui se rapprochait dangereusement. Elle leur a parlé de l'appel qu'elle m'avait passé, et de la façon dont j'avais essayé de lui venir en aide, sans que personne n'accepte de m'écouter. Le psychologue lui a posé des questions avec beaucoup de douceur, et Holly a répondu à chacune d'elles, avec une grande clarté. Au terme de l'entretien, Holly avait fourni 40 minutes de témoignages accablants, qui venaient complètement démolir la version des faits de papa. L'audience en référé avait été fixée au lendemain matin, au tribunal aux affaires familiales. Nous sommes arrivés en avance, et l'avocate de maman a soigneusement organisé toutes nos pièces à conviction, ainsi que nos dossiers. Papa s'est présenté en compagnie de son avocat, lequel a immédiatement sollicité un entretien avec la juge Mayor. Ils sont entrés dans son bureau, et en sont ressortis une dizaine de minutes plus tard. L'avocat de papa s'est levé, et a demandé un renvoi de l'affaire, prétextant qu'ils avaient besoin de plus de temps, pour préparer leur défense. La juge Mayor l'a toisé par-dessus ses lunettes, et lui a rétorqué, « La sécurité d'un enfant ne peut pas attendre que cela vous convienne. » Elle a rejeté la demande de report, et a annoncé qu'ils allaient procéder immédiatement à l'examen exclusif de la question de la garde d'urgence. Le visage de papa s'est empourpré de colère, mais son avocat lui a agrippé le bras, pour le forcer à garder le silence. L'huissier a déclaré la séance ouverte, et la juge Mayor a expliqué qu'elle allait entendre les témoignages, relatifs aux événements survenus pendant la tornade. L'avocate de maman m'a appelé à la barre, en tant que premier témoin. Je me suis dirigé vers la barre des témoins, tenant mon dossier de preuves entre les mains, et j'ai prêté serment de dire toute la vérité. L'avocate de maman m'a fait reprendre le récit depuis le tout début, en commençant par le premier texto de Holly, concernant l'alerte à la tornade. J'ai présenté la capture d'écran, avec son horodatage bien visible, et j'en ai fait la lecture au tribunal. Ensuite, j'ai exhibé mon journal d'appel. Il prouvait de façon indéniable, que j'avais tenté de joindre papa à de multiples reprises, et qu'il m'avait purement et simplement raccroché au nez. J'ai également fait écouter l'enregistrement vocal, dans lequel je le suppliais de mettre Holly en sécurité. L'avocat de papa a formulé une objection, alléguant que cet enregistrement vocal était préjudiciable. Mais la juge Mayor a autorisé son admission en tant que preuve. J'ai détaillé, un par un, chaque appel que j'avais passé pour obtenir du secours, en brandissant des captures d'écran imprimées, pour étayer mes propos. J'ai montré les alertes du service météorologique, prouvant que la tornade se dirigeait tout droit, vers la maison de papa. J'ai gardé une voix calme et posée. Je m'en suis tenu rigoureusement aux faits,
exactement comme nous l'avions pratiqué, lors des répétitions. L'avocat de papa a ensuite procédé à un contre-interrogatoire très incisif. Il a tout fait, pour me faire passer pour un frère jaloux et tyrannique, qui cherchait à prendre le contrôle de la famille. Il m'a demandé de lui fournir une preuve irréfutable, démontrant que papa avait bel et bien enfermé Oli à l'étage. Je lui ai répondu avec aplomb, que les propres textos envoyés par Janet suffisaient à le prouver. Il m'a alors demandé si j'étais présent sur les lieux, pour assister aux événements. J'ai répondu par la négative, tout en soulignant que les preuves parlaient d'elles-mêmes. Il a bien essayé de déformer mes propos, mais j'ai maintenu le cap, en formulant des réponses simples et directes, basées exclusivement sur ce que je savais de sources sûres. La juge Mayor a pris des notes minutieusement, tout au long de mon intervention, et m'a demandé de clarifier quelques horodatage précis. Après une heure passée à la barre, j'ai été autorisé à me retirer, et ce fut au tour de Léo d'être appelé. Léo a présenté ses preuves avec un grand professionnalisme, sans laisser transparaître la moindre émotion, ni exprimer d'opinion personnelle. Il a exhibé les données officielles du service météorologique, confirmant, sans l'ombre d'un doute, qu'une tornade de catégorie F3 s'était abattue sur la maison de papa, à 21h03. Il a ensuite fait écouter les enregistrements du 911, où l'on m'entendait supplier à l'aide, d'une voix désespérée. Il a présenté l'analyse détaillée des schémas de dispersion des débris, prouvant formellement que les chambres du deuxième étage avaient subi un impact direct et dévastateur. Alors que le sous-sol, lui, était resté en grande partie intact. Puis, il a produit les relevés téléphoniques de Janet, mettant en évidence ses textos où elle avouait être effrayée, et désirait descendre se réfugier au sous-sol. Il a fait la lecture de chaque message, en précisant l'horodatage exact, pendant que l'avocat de papa prenait des notes, de manière frénétique. Léo a également présenté des photographies de la scène de la catastrophe. Elle montrait la chambre de Oli, complètement pulvérisée, contrastant avec le sous-sol qui ne présentait que des dommages minimes. Il a témoigné sous serment que, selon les éléments de preuve, toute personne se trouvant au sous-sol ne pouvait ignorer le danger mortel qui planait à l'étage supérieur. La juge Mayor a posé plusieurs questions pointues concernant la chronologie des événements, et Léo y a répondu en s'appuyant sur des faits d'une grande précision. L'avocat de papa a bien tenté de soulever une objection quant à la recevabilité des preuves téléphoniques, mais la juge Mayor l'a immédiatement rejetée. Enfin, ce fut au tour de Janet d'être appelée à témoigner. Elle s'est avancée vers la barre, l'air livide et tremblante de tous ses membres. L'avocate de maman l'a invitée à décrire, avec ses propres mots, le déroulement des événements de cette nuit-là. Janet a fondu en larmes, et a balbutié des excuses. Elle a fini par avouer que papa lui avait formellement interdit de laisser sortir Oli de sa chambre, et ce, quelles que soient les circonstances. Elle a expliqué qu'elle était restée plantée dans le couloir, parce que papa avait décrété que Oli faisait, comme toujours, un drame pour une simple tempête. Elle a confirmé avoir entendu Oli pleurer à chaudes larmes, et l'a supplié de la laisser descendre. Elle a rapporté que papa avait menacé Oli, de la qualifier d'enfant rebelle, si elle s'avisait de quitter sa chambre. Janet a même confessé qu'il n'était descendu au sous-sol, qu'après s'être assuré que Oli ne pourrait pas leur emboîter le pas. Elle a déclaré que la fameuse vidéo, dans laquelle on les voyait appeler Oli, avait été enregistrée bien après le passage dévastateur de la tornade. Papa a bondi de son siège, hurlant à plein poumon que Janet n'était qu'une menteuse invétérée, mais l'huissier l'a sommé de se rasseoir sur le champ. Janet a poursuivi son témoignage. Elle a expliqué qu'elle était terrorisée par papa, et qu'elle s'était contentée d'exécuter ses ordres. Elle a reconnu pertinemment savoir que ses actes étaient répréhensibles, mais qu'elle était beaucoup trop effrayée, pour oser lui tenir tête. L'avocate de maman lui a demandé si papa l'avait menacé de représailles, en cas de désobéissance. Janet a acquiescé. Elle a décrit comment, par le passé, il n'avait pas hésité à prolonger la durée des visites de Oli, en guise de punition. La juge Mayor en avait assez entendu. Elle a ordonné une suspension de séance, le temps d'examiner minutieusement l'ensemble des éléments de preuve. 20 minutes plus tard, elle a fait son retour dans la salle d'audience, et a rendu son verdict. Elle a prononcé la suspension immédiate, et sans condition, du droit de garde de papa. Elle a ordonné la mise en place exclusive de visites supervisées, en présence d'un intervenant dûment agréé par le tribunal. Elle a exigé que papa suive assidûment des cours de parentalité, et se soumette à une évaluation psychologique complète. Elle a également émis une ordonnance de protection en faveur de Oli, interdisant formellement à papa de s'en approcher, en dehors des créneaux de visite supervisée.
Elle a déclaré que les éléments de preuve versés au dossier laissaient fortement présumer l'existence de faits relevant d'une mise en danger criminelle d'un enfant. En conséquence, elle transmettait sans délai l'affaire au bureau du procureur. Elle a ajouté que le comportement de papa pendant la tornade témoignait d'un mépris absolu pour la sécurité et le bien-être de Holly. Papa s'est levé d'un bond, avec une telle violence, que sa chaise a basculé en arrière, et s'est écrasée sur le sol. C'est de la folie pure. Son visage est devenu rouge pivoine, alors qu'il pointait un doigt accusateur en direction de la juge Mayor. Elle est restée sagement dans sa chambre pendant une simple tempête, et maintenant, vous m'enlevez la garde de ma propre fille. L'huissier s'est avancé prudemment, mais papa n'arrêtait pas de vociférer. Mes parents m'ont élevé avec des règles strictes, et une discipline de fer, et personne n'a jamais osé qualifier cela de maltraitance. La juge Mayor a frappé un grand coup avec son marteau. Monsieur Blake, contrôlez-vous immédiatement. Papa a violemment abattu son poing sur la table. Vous êtes en train de détruire ma vie, tout ça parce que j'ai appliqué des règles de conduite élémentaires, sous mon propre toit. L'huissier lui a saisi le bras, mais il s'est dégagé d'un mouvement brusque. C'est une véritable chasse aux sorcières, orchestrée de toutes pièces par mon ex-femme. 2 autres agents des forces de l'ordre ont fait irruption dans la salle d'audience. En les apercevant, papa a hurlé de plus belle. J'ai protégé ma famille, en maintenant le calme et l'ordre, pendant cette foutue tempête. La juge Mayor s'est levée d'un bond. Monsieur Blake, je vous déclare coupable d'outrage à magistrat. Les agents ont encerclé papa, alors qu'il continuait de hurler à gorge déployée, dénonçant un complot et de fausses accusations. Ils l'ont empoigné vigoureusement par les 2 bras, et ont commencé à le traîner, de force, vers la sortie. Tu vas le regretter, m'a-t-il hurlé au visage, alors qu'il le faisait passer devant moi. Tu as empoisonné l'esprit de tout le monde contre moi. Je suis resté parfaitement immobile et silencieux sur mon siège, l'observant avec détachement. Son masque venait enfin de tomber, devant toutes les personnes dont l'opinion comptait vraiment. La salle d'audience a été plongée dans un silence glacial, pendant de longues secondes, après son expulsion. La juge Mayor a ajouté l'accusation d'outrage à magistrat à son ordonnance écrite, et a fixé la date de la comparution de papa, pour la semaine suivante. À l'extérieur du palais de justice, près du parking souterrain, Véronica nous a pris à part, maman et moi. Les médias risquent fort de s'emparer de cette affaire, à cause de l'angle sensationnaliste de la tornade. Elle nous a tendu à tous les 2, les cartes de visite d'une agence de relations publiques. Mon conseil, c'est de faire profil bas, et de protéger à tout prix l'intimité de Holly, tout au long de sa convalescence. Maman a acquiescé sans la moindre hésitation. Nous ne voulons absolument pas voir de caméras de télévision, rôder autour de l'hôpital. Je me suis rangé à leur avis. Même si une part de moi, brûlait d'envie que le monde entier soit mis au courant, des actes odieux de papa. C'est la victoire juridique qui prime, avant tout le reste, a martelé Véronica. Concentrez toute votre énergie sur le rétablissement de Holly, et ne vous souciez pas de l'opinion publique. Elle avait entièrement raison, et nous en étions tous parfaitement conscients. Au cours des jours qui ont suivi, les services de protection de l'enfance ont déployé leur plan de sécurité. Parallèlement, l'hôpital préparait avec soin le transfert médicalisé de Holly vers le centre de rééducation de Riverside. Johanna nous a rencontrés pour nous exposer en détail les protocoles de surveillance, ainsi que les exigences strictes encadrant les visites supervisées. Maman et moi avons élaboré un planning d'une précision chirurgicale, afin que l'un de nous soit systématiquement présent à ses côtés, lors de chaque séance de thérapie de Holly. Le centre de rééducation se trouvait à une 40aine de minutes de la ville, mais il disposait, de loin, du meilleur programme de prise en charge des lésions médulaires de tout l'État. Maman assurait la garde du matin, tandis que je prenais le relais le soir, après ma journée de travail. Nous avons synchronisé nos agendas respectifs, et mis au point des plans de secours, pour parer aux éventualités, lors des journées où maman devait se déplacer pour ses obligations professionnelles. 3 semaines après le début de sa rééducation, j'observais Holly travailler d'arrache-pied avec son physiothérapeute. Soudain, j'ai vu son pied gauche tressaillir, d'un mouvement presque imperceptible. Le thérapeute l'a remarqué lui aussi, et a immédiatement fait appeler le médecin de garde. Ils l'ont soumise à une batterie de tests pendant 2 longues heures, tandis que nous patientions, rongés par l'angoisse, dans le couloir. Ahmad a fini par apparaître avec les résultats tant attendus. Un sourire prudent éclairait son visage. L'édème s'est suffisamment résorbé, pour permettre aux signaux nerveux de recommencer à circuler.
Il nous a présenté les résultats détaillés de l'étude de conduction nerveuse. Elle a réussi à bouger ses orteils, de manière tout à fait volontaire. Holly a fondu en larmes de joie, lorsqu'on lui a annoncé la merveilleuse nouvelle. Le thérapeute a aussitôt ajusté son programme de soins, afin de concentrer tous les efforts sur le renforcement de ces nouvelles connexions nerveuses. Il y a encore des mois entiers de travail acharné en perspective, nous a prévenu Ahmad, avec une pointe de réalisme. Mais c'est une avancée extrêmement encourageante. Nous avons célébré ce petit miracle, en dégustant des glaces achetées au distributeur automatique de la cafétéria. 2 jours plus tard, Johanna nous a appelés, pour nous annoncer que Janet avait officiellement demandé le divorce, et qu'elle avait définitivement quitté le domicile de papa. Elle coopérait désormais pleinement avec le bureau du procureur, en échange d'une immunité totale. L'avocat de Janet nous a fait parvenir une lettre officielle, par l'entremise des canaux légaux appropriés. Elle y admettait ses torts sans détour, et exprimait de profonds regrets, pour son implication tragique dans le déroulement des événements. Elle reconnaissait avoir délibérément bloqué l'accès au couloir, et avoir obéi aveuglément aux ordres de papa, tout en ayant parfaitement conscience que Holly courait un danger de mort imminent. Le procureur s'est appuyé sur son témoignage, pour consolider de manière décisive le dossier pénal. Privé de la source de revenus de Janet, et acculé par des frais d'avocat qui s'accumulaient de façon exponentielle, papa s'est vu fortement incité par son propre conseil, à négocier un accord de plaider coupable. 6 semaines après le passage dévastateur de la tornade, papa a fini par plaider coupable de délit mineur de mise en danger d'enfants, dans le seul but d'éviter l'épreuve d'un procès criminel à grand spectacle. Le juge l'a condamné à une peine de 2 ans de mise à l'épreuve. Il l'a également contraint à suivre des cours obligatoires de parentalité, et à se soumettre à un programme de gestion de la colère. De plus, il a prononcé la déchéance définitive de ses droits de garde non supervisés. Il devrait en outre valider l'intégralité de ses programmes de suivi, avant même de pouvoir prétendre à de simples visites sous surveillance. Ce n'était certes pas la peine de prison ferme, que j'aurais ardemment souhaité pour lui. Mais cette décision de justice offrait l'immense mérite, de garantir de façon inconditionnelle, la sécurité de Holly. Maman a totalement repensé l'organisation de sa vie professionnelle, à la suite de la tornade. Elle est parvenue à négocier un accord de télétravail à raison de 3 jours par semaine, et à espacer ses déplacements en Californie, pour qu'ils deviennent mensuels, plutôt qu'hebdomadaires. Son entreprise a fait preuve d'une grande compréhension, au vu des circonstances exceptionnelles. Nous avons officiellement formalisé ma procuration médicale. De cette façon, j'étais habilité à prendre des décisions d'urgence, lorsque maman était en voyage d'affaires. Tous les 3, nous avons façonné de nouvelles habitudes de vie, entièrement articulées autour du calendrier exigeant des thérapies de Holly. Maman se chargeait des tracas administratifs avec les assurances et les dossiers médicaux, tandis que je prenais en main la logistique des transports, et les besoins du quotidien. 6 mois après cette nuit cauchemardesque, Holly a fait ses tout premiers pas, en s'aidant d'une canne, dans le gymnase du centre de rééducation. Elle nécessitait encore une assistance physique, mais elle gagnait visiblement en force, jour après jour. Son inébranlable détermination forçait l'admiration de l'ensemble de l'équipe de soignants. Papa a accompli la moitié des programmes de suivi qui lui étaient imposés. Il a également débuté ses visites supervisées, qui se déroulent exclusivement dans un lieu neutre, sous le regard attentif d'un intervenant mandaté par le tribunal. Il garde un comportement exemplaire et se plie docilement à toutes les règles, très probablement parce que son avocat lui a fait clairement comprendre que la moindre infraction l'enverrait croupir derrière les barreaux. Maman assiste sans faute à chacune de ses visites, pour apporter son soutien indéfectible à Holly. Toute cette épreuve m'a enseigné une leçon d'une importance capitale. Mon premier instinct, primaire et viscéral, me poussait à détruire papa complètement, à tout réduire en cendres, par pur désir de vengeance. Mais j'ai appris que c'est en évoluant dans le cadre strict du système, en documentant le moindre fait avec une rigueur absolue, et en utilisant les voies légales appropriées, que j'ai réellement pu ériger un rempart de protection autour de Holly. Ces victoires remportées sur le terrain juridique ont eu une résonance bien plus profonde que n'importe quelle satisfaction éphémère. Cette satisfaction purement personnelle, que j'aurais pu éprouver, en le voyant sombrer dans la ruine. Holly était désormais en sécurité. Papa a dû faire face aux conséquences inéluctables de ses actes. Et notre famille pouvait enfin amorcer son processus de guérison, sur des bases saines et durables. C'est tout ce que j'ai pour vous, cette fois-ci. Honnêtement, je suis très surpris que vous ayez tenu jusqu'à la fin. Abonnez-vous, si vous aimez prendre constamment de mauvaises décisions.